Finalement, cette problématique-là, quelle est, au fond, la part de provocation et la part de réelle idéologie? C'est cela aussi qu'il faut pouvoir déterminer, Florian Gérard-Mercier. Ah, c'est de la provocation idéologique, quand même. C'est-à-dire que si elles avaient voulu provoquer non idéologiquement, elles auraient pu très bien venir voilà, en débardeur, des choses choquantes. Ça aurait été tout autant dans la provocation. Non, là, il y a eu une provocation en portant le voile. Donc, c'est pas anodin. On le voit globalement. Les menaces contre la laïcité, comme vous l'avez dit, sont partout. Et je pense que ce qu'on doit observer, c'est qu'à chaque fois qu'on a été faible, en fait, on n'en est jamais revenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a laissé un peu de terrain, ce terrain a été pris et a été considéré comme terrain conquis. On peut citer l'exemple de quand Lionel Jospin, la question du voile dans les accompagnantes... non, c'était pas d'école. Ah oui, les visites d'école, voilà. Les visites d'école. Lionel Jospin avait été faible. Les sorties scolaires. Voilà, les sorties scolaires, pardon, merci. Donc Lionel Jospin avait été très faible sur le sujet. Encore aujourd'hui, on est dans la même situation. C'est-à-dire que dans les sorties scolaires, il est admis qu'on puisse avoir le voile. Et donc, vraiment, pour moi, il faut être tout simplement ferme sur nos principes. Et il faut montrer que ce type de provocation idéologique, en fait, ne passe pas et a des conséquences. C'est la seule manière qu'on pourra continuer de défendre notre laïcité, notre modèle et notre civilisation. Anne Caufield, c'est le cas. C'est ce que vous observez, vous aussi, ou pas? En fait, la réalité, c'est que si le budget n'est pas voté, en fait, c'est le budget de l'année dernière qui s'applique. Voilà. Donc, en fait, on reste sur la même trajectoire. Donc, oui, effectivement, ça, c'est des choses qui ont été décidées là pour ce budget-là, donc elles ne pourraient pas passer dans ce budget. Très bien. Bon, je pense que c'est quelques exemples quand même. Il faut rappeler que là, on est sur un budget où on essaie de faire un certain nombre d'économies. Et pour revenir sur Marine Le Pen et savoir si elle va effectivement appuyer sur le bouton, comme l'a dit Jonathan Sixou, elle est face à un dilemme. Elle est face à un vrai dilemme parce que d'un côté, elle a ce besoin de respectabilité, de dédiabolisation, et de l'autre, elle a sa base électorale et qui lui disent non, mais nous, ce budget, ça ne nous va pas du tout parce que tout le monde va trinquer. Il y a 40 milliards de baisse de dépenses qui sont où ils essayent d'aller trouver, 20 milliards de hausse d'impôts. Donc on est quand même sur des choses qui sont à l'encontre de ce que veut Marine Le Pen. Et juste c'est donc le sort de Michel Barnier est dans les mains de Marine Le Pen sur ce sujet-là. Mais par ricochet, si jamais le RN décidait de voter la censure, ce seraient les députés socialistes qui seraient impactés. Parce que est-ce qu'on pourrait envisager que les socialistes, les 65 députés socialistes, décident de voter la censure avec non seulement leurs camarades du NFP, mais aussi avec le RN, et faire tomber un gouvernement avec quand même beaucoup de leurs anciens collègues, etc. Et donc là, il y a une vraie question, parce que si les socialistes ne votent pas la censure, en fait, il n'y a pas de censure. Donc si jamais le RN décide d'aller jusqu'au bout, en fait, c'est les socialistes qui vont se retrouver avec la patate chaude de se dire est-ce que j'appuie sur le bouton? Jordan Bardella s'exprimait, pose la question, est-ce que effectivement vous souhaiteriez voir Emmanuel Macron démissionner en cas de censure du gouvernement? Je pense que si vous auriez pris juste la première phrase, c'est en retirant en cas de censure du gouvernement Barnier, vous auriez peut-être eu les mêmes résultats, voire plus. La réalité, c'est que je pense que beaucoup de Français, une grande majorité, veut que Emmanuel Macron démissionne. Point à la ligne. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va le faire et le sens des institutions est qu'il ne le fasse pas. La question il faut rappeler qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant septembre prochain. Donc, de toute manière, le Parlement va rester comme ça. Donc, on est un peu dans une situation bloquée, quoi qu'il arrive. Et donc, est-ce que c'est vraiment Emmanuel Macron le point bloquant aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Donc, bon, voyons. Pourtant, ça a été le cas, au fond, après cette prise de parole de Bruno Retailleau. Oui, ça, c'est toujours matière à polémiquer sur l'immigration. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, Bruno Retailleau a parfaitement raison dans ce qu'il dit. Enfin, je pense que tout Français peut se poser la question. Il y a une évidence qu'il faut rappeler. Quand Elon Musk immigre aux États-Unis, oui, c'est une chance pour les États-Unis. Quand le meurtrier de Philippines immigre en France, je ne pense pas que ce soit une chance pour la France. Et en fait... Ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique migratoire française. En fait, elle est impossible à qualifier. Si vous posez la question, c'est quoi la politique migratoire américaine? Elle est claire. On fait venir les talents et on essaye d'arrêter l'immigration illégale à la frontière. Mais en France, il n'y a pas du tout de clarté. Donc nous, au think tank Le Millénaire, on s'est posé la question et on est arrivé à la conclusion que la politique migratoire française aujourd'hui, c'est d'importer des bac-5 et d'exporter des bac+7. Voilà. 23, Florian Gérard-Mercier, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que cela changerait, effectivement, très concrètement, aujourd'hui, de rétablir le délit de séjour irrégulier?
Comme l'a dit Bruno Retailleau, ça change les pouvoirs d'enquête. Parce qu'en fait, ça devient un délit. Il faut se dire que si on réside de manière illégale, aujourd'hui, c'est pas un délit. On est, finalement, c'est pas bien grave. Mais une amende, est-ce que la personne qui va percevoir l'amende déjà pourra la payer? Est-ce qu'il y aura un impact très concret? Voilà, mais l'impact concret, c'est que derrière, on peut mettre en centre de rétention administrative. Et en fait, faut-il encore qu'il y ait de la place? Oui, mais il faut aussi... il y a plein de choses à faire, honnêtement. On a écrit un rapport au millénaire sur comment reprendre le contrôle de l'immigration. Et parmi 3 mesures phares, c'est justement ça, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la systématisation de la mise en centre de rétention administrative et l'allongement du temps. Parce qu'aujourd'hui, en centre de rétention administrative, on ne peut garder que 90 jours. Et ensuite, les personnes sont relâchées. Mais moi, j'habitais au Japon. Je peux vous dire que si vous êtes en séjour irrégulier, mais vous êtes mis en centre de rétention administrative jusqu'à ce que vous acceptiez de prendre un avion. Et c'est tout. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, je veux dire, il y a un moment où on se plaint que les OQTF ne soient pas appliqués, on se plaint de plein de choses, mais il faut juste que le droit puisse s'appliquer et qu'on se donne les moyens de le faire appliquer. Mais il y a des recours. J'imagine qu'au Japon, il n'y a pas de recours, par exemple, très concrètement. Vous arrivez en centre de rétention et... Si, il y a toujours des recours, quand même. Mais il y a un recours... oui et non. La réalité, c'est que si vous êtes en séjour régulier, pourquoi il pourrait y avoir des recours? La réalité, c'est que vous n'avez plus de visa, donc c'est que vous êtes resté là. Bien sûr, mais il y a des recours aujourd'hui en France. Ah oui, il y a des recours, parce que justement, on dit il ne faut pas éloigner des personnes pour raison familiale, pour raison X, pour raison Y médicale. Tout ça, c'est des choses que nous nous sommes appliquées. Et il faut aussi souligner quelque chose, c'est que les recours auprès des instances extra-nationales, par exemple à la CEDH, etc., ne devraient plus être suspensives. Parce que la loi française peut s'appliquer par elle-même. En concret, comment est-ce que vous voyez les choses au millénaire? Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est vraiment que la loi de 1905 et l'esprit de la laïcité à la française, c'est de protéger la liberté de conscience de tout le monde. Et donc ça veut dire que toutes les tentatives, disons, d'intimidation et de forcer par des codes vestimentaires les gens à avoir certaines croyances et à afficher ces croyances qui elles-mêmes empêchent les autres. Par exemple, une jeune femme musulmane qui voudrait ne pas porter le voile, si elle est dans un quartier où tout le monde porte le voile, et en fait elle n'est pas libre non plus. Donc la question elle est vraiment là, et donc pour répondre à votre question très précisément sur ce qu'il faut faire, et ben en fait c'est se réarmer au niveau donc juridique. À l'école, c'est le cœur du sujet, parce que les islamistes attaquent l'école tous les jours. C'est une guerre d'influence. C'est une guerre d'influence. Et en fait, il faut être absolument droit dans nos bottes, extrêmement ferme. Et il faut comprendre, en fait, il faut que tous ceux qui se disent qu'en attaquant, ils vont pouvoir finir par avoir gain de cause et pouvoir gagner à avoir des quartiers entièrement islamisés où on pourra vivre comme dans la République islamique d'Iran ou comme je ne sais pas où, eh bien, il faut que ces personnes-là, en fait, comprennent qu'elles ne gagneront jamais. Contrairement à d'autres pays européens, on peut regarder aux Pays-Bas ou en Belgique, voilà, ça, il y a des quartiers entiers où des islamistes ont gagné. Nous, il faut absolument qu'on soit hyper ferme pour que ça n'arrive jamais et que donc ces personnes-là qui ne veulent pas vivre ailleurs que dans un quartier islamisé, eh ben, en fait, quittent la France. Mais est-ce que cette guerre d'influence... Comment le faire? Arnaud Kersfeld, allez-y. C'est pas à l'école, là. Oui. Là, c'est pas à l'école, c'est le... Oui, je rappelle qu'il y a aussi la discussion d'interdire le voile dans l'espace public. Bruno Le Maire l'avait proposé. C'est des choses auxquelles il faut effectivement réfléchir. Et en tout cas, sur les principes fondamentaux qui sont l'école et donc l'enseignement de la laïcité, le fait d'expliquer que, oui, tout enfant est libre de conscience. C'est pas parce que ses parents sont musulmans ou chrétiens. C'est bien pour lutter contre l'islamisation, Florian Gérard-Mercier. Donc peut-être, effectivement, nous gagnerions du temps à employer déjà les bons mots, parce qu'on se perd en parlant de laïcité, souvent. Oui, mais les deux sont quand même intrinsèquement liés. On doit lutter contre l'islamisation parce que nous avons cette conception de la laïcité, parce que nous avons ces valeurs-là. D'autres pays ne luttent pas contre l'islamisation, comme l'Angleterre ou les Pays-Bas, parce qu'ils n'ont pas la même conception que nous. Donc je pense que quand même les deux sont liés. Pour revenir sur le dessin de presse et l'initiative de la Liberté de presse, c'est justement ce genre d'armes idéologiques qu'il faut que nous réutilisions et que nous appliquions bien plus largement. Florian Gérard-Mercier, aujourd'hui, en gros, le Royaume-Uni transfère de l'argent, donne de l'argent à la France pour que nous renforcions nos frontières. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. En fait, pour qu'on s'occupe
de la protection de leurs frontières. Voilà, qu'on contrôle et qu'on arrête finalement ces personnes. Et qu'on reprenne les migrants qui tentent de traverser et tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si aux États-Unis, en fait, c'était le Mexique qui s'occupait d'empêcher tous les migrants de passer le Rio Grande. C'est ce que demande Trump. C'est ce que demande Trump. C'est très différent. Il veut mettre un mur. Oui, il veut mettre un mur, mais il veut que ce soit les Mexicains qui s'occupent d'empêcher les gens, sinon les tarifs vont augmenter. Il a dit ça pendant toute sa campagne. Toujours est-il, c'est ce qui se passe en France avec le Royaume-Uni aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et donc la question, c'est est-ce qu'on paye le juste prix pour ça? Et je pense que Bruno Retailleau a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, vu la situation à Calais et ailleurs, on est un peu dans une impasse et donc il est nécessaire de renégocier cette relation, c'est clair. Alors, c'est Bruxelles, c'est la Commission européenne. Ça porte aujourd'hui un nom, Ursula von der Leyen pour le moment. Pardon, la CEDH, c'est pas l'Union européenne. Non, mais c'est une institution telle qu'on voit à quel point toutes les institutions européennes sont au garde à vous devant les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Évidemment que ce n'est pas la Commission européenne en particulier, vous avez parfaitement... Oui, non, mais c'est sûr, ça dépend pas de l'Union européenne. Et il faut rappeler des membres qui ont signé le traité. Et l'autre point, c'est qu'on peut tout à fait sortir de la CEDH. Ça n'a rien à voir, parce que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, on peut sortir de la CEDH. D'ailleurs, le Royaume-Uni pensait déjà à sortir de la CEDH bien avant de faire le Brexit. Donc ça, vous avez raison de le souligner, parce que comme en première partie, je soulignais le fait que les juridictions extranationales ne devraient pas pouvoir s'appliquer de cette manière, qu'on ne puisse pas faire des recours suspensifs comme ça à tout va. On est en plein dedans, et vous avez bien raison de souligner qu'il faudrait sortir de la CEDH aussi. Oui. Les appels d'air, c'est ce qu'il faut aussi en amont, Florian Gérard-Mercier, en France, pour sécher ces flux. Ah bah tout à fait. En fait, l'attractivité de la France pour l'immigration illégale et aussi pour les demandeurs d'asile, il faut rappeler qu'un demandeur d'asile, quand même, à partir du moment où il a posé sa demande d'asile, il a 744 € par mois en aide aux demandeurs d'asile et en aide au logement. Donc c'est plus qu'un RSA. Donc il y a vraiment un sujet ici